Et attention à ce ballon de Lévesque pour Giresse, pas de hors-jeu pour Thibaut Giresse, centre de Giresse, Attic qui marque, non oui, Fatih Attic qui demande à tout le monde de suivre sa course. Penalty, cette fois-ci il le donne, penalty pour le Dynamo Minsk, c'est Igor Stasevich qui se présente face à Jonas Lossel, 55e minute de jeu à Roudourou, balle d'égalisation pour le Dynamo Minsk, balle de survie dans cette Ligue Europa pour le Dynamo Minsk de Stasevich face à Jonas Lossel. Monsieur Kouchine qui donne le signal. C'est parti pour Stasevich. Oh, et l'arrêté de Jonas Lossel qui s'est couché sur son côté gauche. Et Stasevich qui avait pas trop mal frappé ce penalty. Quelle parade du gardien danois qui permet à Guingamp de préserver son avantage. Peut-être Mathis pour son 200e match en Ligue 1. Mathis pour Mandane qui laisse le contrôle. Oh non, oui, le but de Yatabare, ça y est, on l'a marqué, Yatabare qui marque, on n'a plus de voix, c'est pas grave, on marque à la fin, Mandal qui se voit avec... Oh c'est magnifique, faites-vous tous un bisou, c'est magnifique, le but de Racro, on est allé marquer. Alors, la première question qu'on avait à te poser, c'est quelles sont les difficultés du commentateur sportif, du commentateur sportif? Je sais pas si c'est une difficulté, mais c'est que ce à quoi on doit s'attendre, c'est se préparer à tout en fait, parce que il peut tout se passer dans un match de foot, il peut tout se passer sur le terrain. L'année dernière, malheureusement, on a vu qu'il pouvait aussi se passer pas mal de choses autour du terrain, dans les tribunes. Donc là, la difficulté, c'est de pouvoir s'adapter à tous les scénarios et tout ce qui peut se passer, en fait. Je trouve que la principale difficulté, elle est là. Ouais, gérer l'inattendu, quoi. C'est ça. Mais c'est une phrase qu'on emploie souvent pour décrire ce fabuleux métier. Je crois qu'elle est de Thierry Gilardi. Le commentaire, c'est de l'improvisation millimétrée. Donc on sait jamais dans quoi on se plonge, mais il faut être prêt à tout. Ouais, parce que moi, je sais que j'avais fait un stage en radio, et on m'avait dit tout est écrit. Là, j'ai fait un stage en radio il y a à peine quelques jours, je viens d'en sortir là. Et on m'avait dit toutes les chroniques que tu feras, tout ce que tu feras, ce sera écrit. Mais après, je me doute bien que tout ce qui est débat sportif, genre l'after foot sur RMC ou les commentaires que tu fais ou qu'il y a sur RMC ou sur la télé, c'est pas écrit. Mais non, après, je pense que pour des débats comme ça, tu peux noter tes arguments pour structurer un peu ton ouais, il y a discours. Un plan, quoi. Et ce que tu écris, c'est le journal, c'est effectivement les chroniques. Mais oui, quand tu dois débattre ou commenter, tu t'inscris les grandes lignes. Mais à part des intros ou des phrases de fin, par exemple, je l'ai fait hier pour Leipzig Real Madrid, j'ai noté ma phrase de fin à la 85e. Donc, mais sinon, rien n'est préparé, rien n'est écrit à l'avance, mot pour mot. Ouais, bah justement, parce qu'on voulait avoir une question par rapport à ça, c'est un truc, moi, c'est justement sur ça aussi, que je voulais comparer YouTube et les commentateurs radio-télé. C'est en fait au niveau des fiches de statistiques et les fiches de joueurs avant, je voulais savoir combien de temps ça prend à préparer des fiches à chaque début de match, parce que je sais que les commentateurs, ils ont des... il y a plus, ça, je t'écoute ça fait depuis 10 ans, moi, que je t'écoute, ça fait depuis 2012, je me souviens encore du Guingamp-Lens, le 7-1, ou le Guingamp-Le Mans, je sais plus, mais en tout cas, ouais, bref, il y a les grosses claques qu'on avait mis avant de monter en Ligue 1, je te suis depuis là, quoi, donc, et j'ai déjà entendu plusieurs fois t'entendre dire, mes feuilles, elles volent, je viens de perdre des feuilles, donc, qu'est-ce qu'on écrit sur Alors non, je les ai jamais perdues, mais elles se sont parfois envolées. Ouais, bah oui, il y avait beaucoup de... Le bon réflexe ou le bon collègue à côté qui l'a rattrapé. Combien de temps ça prend, ça, d'écrire ça? Déjà, chaque commentateur a sa propre manière de préparer son match. Ouais. Certains ont des grosses fiches, 3-4 fiches autour d'eux avec des faits marqués en minuscules. Moi, ce que j'ai, c'est une grande feuille A3 jaune où sur une moitié, j'ai une équipe et l'autre moitié, j'ai l'autre équipe. Donc, je dispose des étiquettes qui correspondent à chaque joueur. Je les place par rapport à leur position sur le terrain. Et tout autour, j'écris les statistiques globales sur l'équipe, sur le contexte, sur le palmarès parfois, sur les confrontations entre les deux clubs, pour avoir un maximum de choses à dire. Alors dans les matchs, on ne dit que 20 ou 30% de tout ce qu'on a écrit, mais c'est au cas où trouver
Ouais, pour combler la les bonne blancs, info quoi. au bon moment. Surtout ça, c'est très important en télé parce Meubler, que à la radio, on doit surtout décrire, mais à la télé, on doit informer. Parce que les personnes regardent le match. Ils n'ont pas besoin de nous pour vivre le match, contrairement à la radio. Donc la télé, voilà, c'est avoir un maximum d'informations pour avoir le mot qu'il faut au moment qu'il faut, la stat qu'il faut au moment où il faut. Et honnêtement, par exemple, là, cette semaine, j'ai fait Leipzig-Real et ce soir, je fais Ajax-Liverpool. Je pense que je mets entre 6 et 8 heures pour tout préparer, quoi. Ah oui, 6 et 8 heures. Donc du coup, c'est au matin, le matin au bureau, quoi. Je suis pas au bureau. Moi, je travaille de chez moi. Ça fait 10 ans que je suis en télétravail, donc j'ai été le précurseur du Covid, enfin de la norme Covid. Ah oui, ouais. Par exemple, là, je vais donner un exemple très précis. J'ai rien à cacher. Ce matin, j'étais dans un café à Paris pour prendre le petit déj. J'ai pris mon ordi. Je suis resté 2 heures à faire toutes les étiquettes des joueurs de l'Ajax, en fait. Donc là, je vais me mettre sur Liverpool bientôt. Liverpool, je les ai fait 3-4 fois déjà cette saison, donc c'est juste de la mise à jour. Mais l'Ajax, ça fait, je crois, 3 ans que je les avais pas fait. Donc là, il faut évidemment un peu plus rechercher les faits et gestes de chacun. Et quand j'aurai fini les deux équipes, là, je passerai à l'écriture de ma fameuse fiche jaune, où là, je répertorie toutes les stats et les infos qu'on peut trouver à gauche à droite, soit sur le site de l'UEFA où il y a un kit presse assez complet. Et puis sur les articles de la presse locale, généralement, je lis une dizaine d'articles néerlandais ou anglais. Alors anglais, je me débrouille, donc j'ai pas besoin de traduire. Le néerlandais, je pense que j'aurais besoin un peu plus de Ah oui, ouais. visuel. Oui. Mais voilà, c'est toujours essayer d'être d'avoir un maximum d'informations possibles pour vraiment s'imprégner du contexte et pas arriver sur le match en disant machin passe le ballon à Trucmuche, quoi. Faut essayer d'être le plus précis possible. Ouais, faut avoir des trucs. Ça veut dire là, tu commandes de chez toi. Non, je commente à Canal. On est en studio, on a 6 ou 7 cabines. Alors il y a quelques matchs qui sont commentés sur site. Notamment ce soir ça doit être Marseille et je crois Barça Bayern. Donc il y a 2 équipes de commentateurs sur site et nous le reste pour les 6 autres matchs on en fait 4 sur 6 en cabine je crois. Donc dont Ajax Liverpool. Donc la cabine c'est en fait on a 2 télés. On est 2 dans la cabine, le journaliste et le consultant. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Ouais, parce que Marwan voulait avoir des précisions sur comment était un studio de télé. C'est tout ça, petit, Marwan? hein. Franchement, ça doit être à la limite la taille. Monsieur veut travailler en télé. Monsieur veut travailler en télé. Bah pourquoi pas, hein. Donc, ouais, après, il y a beaucoup de matchs qui se font en cabine. Honnêtement, sur que ce soit beIN, Canal, RMC ou je sais pas qui, il y a que Amazon Prime sur les matchs de Ligue 1, Ligue 2 où ils sont sur site. Et encore, je crois que ceux qui font le multiplex Ligue 1 sont en cabine aussi. Donc oui, ouais. voilà. C'est devenu un peu un privilège de pouvoir faire sur site. Ouais, parce que aussi si ça bug, j'y pensais, imaginons ça bug au stade, du coup tu perds la liaison et tout, c'est compliqué. Alors que c'est arrivé si récemment en studio, à Canal, ouais. Sur un match, c'est arrivé. Du coup, c'est les présentateurs qui étaient en studio qui ont dû le commenter. C'est les risques du métier, hein. Il y a quelques années, moi, quand je débutais à Canal France, j'étais parfois prévu en secours. Ça veut dire que si ça marchait pas sur site, eh bien, j'étais en repli à Canal. Souvent, c'était après un match que j'avais déjà fait, mais bon, je restais au cas où il y a un problème. Donc ouais. Mais maintenant, on fait plus trop ça. Enfin, j'ai pas l'impression. Marwan, t'avais une question, non? C'est par rapport à la télé et la radio? Ouais, c'est ça. C'est quoi la différence entre les commentaires sur la télé et sur la radio? Ouais, il y en a 1500 des différences. Moi, principal, honnêtement, j'ai l'impression de faire 2 métiers différents parce que le rythme n'est pas le même. Les mots employés et choisis ne sont pas les mêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure. À la radio, on est essentiel à l'auditeur parce que sans nous, il n'a pas l'image, donc on doit vraiment être précis. On est vraiment dans le descriptif. On est beaucoup plus dans la manière de situer le ballon. Il faut vraiment s'appliquer à dire très très souvent où se situe le ballon. Alors c'est ligne médiane franchie, ballon côté gauche, on arrive vers la surface, on est au poteau de corner, on est à 30 mètres, 25 mètres. Voilà, il faut vraiment s'appliquer à le dire le plus souvent possible.
Le rythme est important aussi. Je pense qu'on peut s'enflammer beaucoup plus à la radio, en tout cas parler beaucoup plus vite à la radio qu'à la télé. Et puis par contre, à la télé, là, ce qui est essentiel, c'est de maîtriser le rythme du match. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'action, on n'est pas obligé de noyer le téléspectateur, on peut très bien se taire. Surtout quand il y a un gros chant du public, par exemple aux armes à Marseille. Ouais, laisser profiter, quoi. Quelqu'un comme Julien Brun sur Prime laisse toujours le aux armes, sauf s'il y a un but évidemment. Oui. Mais quand le ballon est au milieu de terrain où il y a une touche, tais-toi, tu sers à rien en fait. Moi, à la télé par exemple, je parle jamais quand il y a l'entrée des joueurs, quand il y a l'hymne de la Ligue des Champions, je ne parle jamais parce que pour moi c'est un moment sacré. Et qu'est-ce que je peux apporter de plus que l'hymne de la Ligue des Champions? Rien. Donc je me tais. Et puis après voilà, on jongle aussi avec le consultant. Généralement, on se donne deux trois billes. Quand le ballon arrive à 25 mètres, le consultant se tait ou termine sa phrase le plus vite possible pour que moi je reprenne la main. Et par contre, moi je lui laisse tous les ralentis pour qu'il puisse décrire l'action tactique, la manière de frapper du joueur, etc. Donc voilà, c'est vraiment c'est un commentaire de match, mais c'est deux disciplines différentes et encore une fois pour moi presque deux métiers différents. C'est vrai, moi j'écoute pas mal à la radio, Marwan aussi, et c'est vrai qu'on peut, en fait, j'y préfère à la radio, après moi c'est normal vu que j'ai pas les images, moi j'ai que le son, dans tous les cas que ce soit télé ou radio, mais je trouve qu'en fait télé j'aime moins suivre parce que la télé, comme tu dis, en fait c'est... Et en fait, à la radio, t'as des phrases un peu construites, genre c'est vraiment Mbappé sur le côté gauche, Mbappé qui se centre. Alors qu'en fait, à la télé, c'est Mbappé, Neymar, Messi. En fait, il n'y a pas de phrase construite, c'est juste, mais tu sais pas vraiment qu'est-ce qu'il fait avec la balle. C'est juste, tu sais qui a la balle, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il en fait, où il est. Alors qu'à la radio, t'es obligé, vu que le spectateur ne le voit pas, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est plus. Par contre, c'est important à la télé. À la télé, c'est important de mettre du rythme quand même quand l'action s'accélère, qu'il y a une contre-attaque, qu'il y a le ballon qui arrive vers la surface. Là, oui, il y en a qui le font pas, hein. Mais quand même, il faut faire vivre le truc, même si c'est pas le même rythme et la même manière de commenter, il faut quand même faire vivre le match un minimum. Ouais, c'est pour ça que moi, quand je fais mes lives, j'ai du mal à m'appuyer sur un commentaire télé, parce que ça va beaucoup moins. C'est compliqué de. Mais tu fais pas tout. Ouais, déjà, j'ai pas de fiches. Je pense que je vais commencer à en faire des fiches. Après, c'est compliqué parce que j'aimerais avoir les compos avant, mais les compos, tu les as 1 heure avant, donc c'est compliqué le matin. Après, tu sais quand même le matin du match, tu sais quand même les 3/4 de l'équipe normalement. Sauf si c'est un match de coupe où le mec change 10 joueurs, mais ouais, généralement tu peux. C'est ça la difficulté et c'est pour ça des fois moi j'ai des collègues qui écrivent tout sur un cahier, qui arrivent 3 heures avant le match, ils ont déjà la compo. Je dis mais comment tu fais si y a 2 mecs auxquels tu t'attends pas et qui arrivent? Je dis je fais une rature. Je juge pas, hein, mais moi je serais incapable de commenter s'il y a des ratures partout. Donc c'est pour ça que je fais mes étiquettes, comme ça je les colle quand on a les compos 1 heure avant. Et là il y a pas de, c'est propre quoi. Ouais, c'est plus simple. Moi tu les étiquettes de toute l'équipe. Et après tu colles qui sont titulaires. Tous les joueurs, généralement je regarde les groupes qui tombent la veille. Donc là, je sais pas, t'as 22 joueurs. Donc je pars avec les étiquettes de 22 joueurs et puis j'attends 1 heure avant. En Ligue des Champions, parfois ça arrive même un peu avant. Genre hier, le Real, on l'a eu 2 heures avant, donc là c'était tranquille. Mais voilà, en plus les étiquettes, ça te permet un peu de moduler si tu les colles pas trop fort. Par exemple, hier, on savait pas au Real, je sais pas si vous avez vu, mais la défense c'était Vasquez, Rudiger, Nacho, Militao. Et en fait, on savait pas qui allait jouer où. Quelle allait être la charnière, si elle allait être Nacho, Militao, Rudiger, Militao, qui à gauche, qui à droite. Quoi. Et en fait, nous, on a un consultant à Canal Afrique, Ibrahima Traoré, qui a joué avec Rudiger à Stuttgart et qui nous avait dit qu'il avait joué latéral gauche dans ses jeunes années. Du coup, on s'est dit, Vasquez à droite, Rudiger à gauche. C'est exactement ce qui s'est passé. Sauf qu'au bout d'une demi-heure, le Real prenait le bouillon et en fait, Ancelotti a changé, il a remis Rudiger en charnière centrale avec Nacho. Bon, après, moi, j'ai pas eu à le bouger, mais sur des équipes que je maîtrise moins, je pense que j'aurais pu décoller et recoller aux bonnes places, quoi. Oui. Des fois, ça doit être compliqué. Par exemple, à la radio, dimanche, là, tu vas commenter le match de Guingamp face à Auray. Je pense que, par exemple, Auray, ça doit être plus compliqué parce que tu connais pas vraiment les joueurs et tout. Ça s'appelle la préparation, hein, ça s'appelle le travail. Donc il faut essayer. Là, après, ce qui peut aider, c'est les articles de la presse locale. Là, j'en ai déjà repéré 2 ou 3 sur le Telegram. Donc je vais déjà avoir la liste des joueurs, c'est bien. Avoir les numéros, ça sera encore mieux.
Et non, mais ouais, il faut s'appliquer. Mais moi, je prépare chaque match comme il y a 2 semaines, j'ai commenté Real Barça. Je vais préparer Auray Guingamp de la même manière. Alors Guingamp, je maîtrise mieux le truc, je les commande chaque semaine, donc forcément j'ai plus de background et je peux me souvenir de choses que j'ai pas forcément notées sur les joueurs. Mais ouais, pour moi c'est comme le staff de Guingamp, ils vont préparer Auray comme ils préparent Guingamp Saint-Étienne ou Guingamp Bordeaux. Pour moi c'est juste respecter ton métier, respecter les auditeurs, que de préparer de la même manière chaque match en fait. Ouais, non, mais c'est au niveau de la difficulté. Je veux dire, c'est que Saint-Etienne et Bordeaux, tu les vois jouer parce que du coup, Saint-Etienne et Bordeaux, tu connais des joueurs, tu vois à peu près je pense, tu dois regarder quelques résumés le week-end de temps en temps, tu regardes un petit peu qu'est-ce qu'ils font, vite fait, le résumé ou juste le résultat. Alors que Auray, c'est plus compliqué de regarder, enfin, tu peux voir le résultat. Moi, par exemple, je suis beaucoup l'équipe de ma ville. Je suis l'avant-garde Plouvorne, l'équipe de ma ville, mais au-delà du résultat et des buteurs, je connais rien du tout sur l'équipe, quoi. Ouais. J'ai galéré à avoir l'horaire du match, je sais même pas encore l'horaire du match de Plouvorne-Sablé, mais voilà, c'est plus compliqué. Alors que des matchs Bordeaux, Guingamp-Bordeaux, Bordeaux-Grenoble, tout ça, c'est des matchs faciles enfin pas faciles, mais c'est plus simple que des. Tu connais au moins l'équipe d'en face. De R1 ou de R2, voilà, ouais, c'est ça. Bah là, sur la préparation, ça va être un peu plus compliqué, mais là où il va falloir que je sois très concentré, c'est sur ça c'est clé. Je sais plus quel commentateur m'avait expliqué ça, c'est l'importance des 5 premières minutes pour voir qui joue où, comment différencier 2 joueurs qui se ressemblent. Ça peut jouer parfois à manche longue, manche courte, chaussures vertes, chaussures rouges. Ou numéro de maillot. Ouais, c'est à part le numéro de maillot, parce que parfois on le voit pas. Mais... Ouais, bah oui, ouais, c'est ce que je me dis des fois, ouais, c'est compliqué. Ouais. Donc, il y avait 2 mecs, il y avait 2 gars, je crois. À un moment, c'était en 2018 ou 2019, je sais plus. Il y avait à Lyon, t'avais Raphaël, et à Nantes, t'avais Fabio. Et tous les deux, c'était des frères jumeaux. Du coup, je crois que je me souviens sur OneFootball, je sais pas si toi tu connais Marwan, mais je sais pas si tu connais Pierre OneFootball, l'application. J'ai entendu parler. Ouais, et bah apparemment j'ai vu des avis sur l'App Store et apparemment ils s'étaient gourés dans les articles entre Fabio et Raphaël. Ils avaient mis un à Lyon, ils avaient mis Fabio à Lyon et Raphaël à Nantes, alors que c'était l'inverse parce que les mecs c'était des frères jumeaux, c'était compliqué de savoir. Bah écoute, tu as déjà répondu à la 4e question. Qu'est-ce qu'on met sur les fiches de statistiques, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, sinon on passe à la non, bah sur les fiches de statistiques, il faut... Moi, ce que je mets, je parle du cas que je maîtrise le mieux, c'est le mien, c'est les statistiques sur la saison, nombre de buts en championnat, en Coupe d'Europe, en Coupe nationale, en sélection parfois, les statistiques totales dans sa carrière, dans chaque compète, avec le club aussi. Bon, pour le mec qui vient d'arriver, ça sert pas à grand chose, mais t'en as certains qui peuvent jouer. Par exemple, hier, Dani Olmo, en faisant sa fiche à Leipzig, je me suis rendu compte qu'il avait joué 99 matchs avec Leipzig. Donc, bah voilà, hier c'était sa 100e. Ah oui, donc ça, c'est un petit truc à dire quand il rentre. Non, après, moi je mets toujours date de naissance, même si ça sert pas à grand chose. Âge, date de naissance, taille. Alors ça me sert une fois en 3 mois, mais parfois ça tombe sur l'anniversaire d'un gars. Parfois t'as un duel aérien où t'as 30 cm de différence entre 2 joueurs. Bah là je peux le dire très rapidement et pas attendre 2 minutes à chercher sur internet. Le palmarès, le parcours du joueur, voilà, c'est vraiment toute sa fiche, toute sa carrière réduite sur une petite étiquette. Alors j'ai pas tout, mais j'ai un maximum de choses. Et puis aussi je laisse une partie où j'écris en rose pour que ce soit très voyant, sur des choses au-delà des stats très plates que parfois on peut entendre, où le mec prépare juste son match, il sort la feuille de stats, et on voit que le gars a fait 3 buts de passe, mais ça tout le monde peut le voir. Moi j'essaye d'avoir un petit peu autre chose, par exemple son bilan contre, par exemple Timo Werner hier qui rentre avec Leipzig, il a marqué 2 fois contre le Real sur les 2 saisons précédentes de Champions avec Chelsea. Il avait marqué en demi il y a 2 ans, en quart l'année dernière, bah hier il remarque encore. Donc bah direct sur le but, je dis il marque encore contre le Real, 3e saison de suite. Voilà, ça c'est quelque chose qui était tout de suite sous mes yeux. Donc il y a ça et puis il y a des stats aussi sur le classement de l'équipe, l'écart qu'il y a avec la tête ou les relégables, les confrontations, s'ils sont meilleure attaque, combien de buts ils ont marqué sur les 5 derniers matchs, quel est le quart d'heure où ils marquent le plus, où ils encaissent le plus. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses que je ne dis pas, mais qui peuvent servir quand même à un moment donné. C'est au cas où, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et vraiment, ça m'est arrivé il y a pas longtemps d'arriver sur un match, j'étais pas prévu dessus, d'arriver sur un match sans préparation,
je me sentais, excusez-moi du terme, mais à poil, quoi. Je dis, ok, je peux commenter le match, mais qu'est-ce que je peux dire? Je me suis pas senti à l'aise, quoi. Bah ouais, c'est que t'es pas préparé sur. Tu n'es pas préparé. Bah vas-y, Marwan, pour la dernière, à moins que t'aies quelque chose à rajouter de plus. Si t'as une question à Pour moi, poser, c'est bon. Marwan. Non, là, t'as tout dit. C'était très clair, non parce que ouais, il voulait avoir une description de Ouais. studio télé, tout ça, il voulait. Donc bah vas-y pour la 5e question. Quel est ton parcours pour arriver à commenter en radio Et à la en télé. télé? Franchement, c'est une histoire que j'ai beaucoup racontée, mais je suis obligé de la raconter dans ce sens-là, parce que tout découle de tout. En fait, moi, je veux être commentateur depuis tout petit. C'est vraiment commentateur, c'est pas journaliste, c'est commentateur. Commenter des matchs. Et du coup, donc la Coupe du Monde, j'avais 7 ans. À 15 ans, on m'a offert un caméscope pour mon anniversaire et j'avais commencé à faire des interviews des joueurs de Guingamp sur des petits matchs amicaux dans des tout petits stades du 22, etc. Et j'avais mis ça sur Internet à un moment où la vidéo n'existait quasiment pas. Hein. Les réseaux sociaux, on savait même pas ce que ça... C'était même pas 2 mots qui étaient liés à l'époque. Et puis ça avait commencé à prendre tranquillement. Le club avait vu ça, donc j'ai intégré le club. En intégrant le club, en faisant EAGTV, j'ai côtoyé le commentateur de Radio Bonheur. Et un jour, sur mon premier déplacement que j'avais fait avec l'équipe, c'était en mars 2009. C'était un Nîmes Guingamp et juste avant le match, je remonte en tribune de presse pour aller chercher une batterie pour mon caméscope parce que je filmais au bord du terrain. Et le commentateur me dit, bon Pierre, je sais que tu veux commenter depuis toujours, bien vas-y, je t'offre ta chance ce soir, c'est à toi. Et là, oui, je dis, non mais c'est pas possible, t'aurais dû me prévenir avant, je suis pas du tout préparé, Bah, je le sens pas, mais vas-y, prochain déplacement qu'on fait ensemble, pas de souci, je viens avec toi. Donc le déplacement suivant, c'était 2 mois après, même pas 1 mois et demi après, c'était la finale de Coupe de France Rennes-Guingamp au Stade de France. c'était ça. Donc, je pense qu'en 40 ans de commentaires de Guingamp, le match que j'aurais rêvé, c'était une finale Rennes-Guingamp au Stade de France. Bah là, c'était mon premier match. Donc j'ai commencé très fort, enfin par un match de rêve en fait. Et de là, la radio voulait s'implanter à Rennes, avoir une fréquence à Rennes. Ils avaient plutôt bien aimé ce que j'avais fait. Quand t'avais commencé à 2 ans avec la radio? Ouais, avec Rennes. Voilà, en fait, Rennes, ça s'est arrêté au bout de 2 ans parce qu'on n'a jamais eu la fréquence. Et pile l'été où on arrête Rennes, le commentateur de Guingamp quitte la radio. Donc vous imaginez bien l'alignement de planètes pour moi. Donc ça a commencé comme ça. Et enfin pour la radio, ça a commencé comme ça. Et quasiment au même moment, j'avais envoyé le résumé d'un match, un vieux Rennes-Nice de Ligue 1 à David Berger, un commentateur de Canal+, avec qui je parlais un petit peu sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, ah, c'est pas mal ce que tu fais. Écoute, nous, on cherche des commentateurs pour Foot Plus sur la Bundesliga et la Serie A. Donc là, j'ai dit, bah, les gars, on y va, hein. Et j'ai commencé comme ça. 10 jours après, j'ai fait mon premier match, Bologne-Inter. Et c'était il y a 10 ans, presque jour pour jour, en fait. C'était en octobre 2012. Et donc, ça a commencé par Foot Plus, puis il y a eu Sport Plus. Sauf que Canal Plus France a perdu pas mal de droits avec l'arrivée de beIN Sport au même moment. Du coup, on m'a demandé si ça m'intéressait de commenter les matchs pour Canal Plus Afrique, qui avait tous les droits quasiment. Et moi, j'ai dit, bah oui, y a pas de souci. Moi, ce que je veux, c'est commenter des matchs, peu importe si c'est diffusé en France ou au Sénégal. Moi, je m'en fiche complètement, quoi. Et donc là, ça fait 8 ans que je suis à Canal Afrique aussi. Et voilà. Donc tout part du caméscope à 15 ans, en fait. C'est pour ça que j'aime bien raconter cette histoire dans l'ordre. Ouais, c'est des petites expériences en fait. C'est le fait déjà de le vouloir depuis tout petit. Et puis après c'est comme ça aussi que beaucoup de monde commence. J'ai côtoyé aussi, j'ai interviewé. Enfin non, je l'ai pas interviewé, mais je suis allé le rencontrer. Celui qui commentait sur France Bleu Brésil avant, Thomas Lavaux. Et il m'avait Oui, dit que lui oui, aussi oui. il faisait du journalisme. Il écrivait des chroniques des articles pour le Télégramme vers ses 16 ans et tout et tout. Donc ouais, Mhm. c'est à peu près Ah oui, à ça cet commence âge-là en fait que qu'on commence. Bah c'est bien, c'est l'âge que j'ai, c'est parfait. C'est parfait, c'est l'âge Voilà. que j'ai. Ça colle parfaitement bien. Marron aussi, je crois que non, bah t'as 15 ans, 16 ans. Ouais, j'ai 15 ans, Ouais, 15 ans, 16 ans. Ouais. 15 ans. Donc ouais, bah c'est cool, ça démarre pile au bon moment. Moi j'ai débuté les chroniques aussi sur Radio Pays de Léon à l'Andivisio. Donc Non, mais surtout, mais c'est important. Faut jamais sous-estimer là où t'es, tu vois. Moi, au départ, on me disait, ouais, Radio Bonheur, ça fait rigoler tout le monde, tu vois. Mais
Au final, moi, ça fait 10 ans que j'y suis, je m'éclate. En plus, là, depuis quelques années, on a Lorient et Brest, donc on continue de faire la bien. Donc franchement, c'est cool parce qu'en plus, on est sur site à chaque fois. On est en intégrale, alors qu'il y a beaucoup de mes collègues de radio nationale, type RTL et Europe 1, qui me parlent de leur frustration, parce que eux, quand ils commentent, déjà, il faut que les radios veulent bien commenter leur match. Par exemple, le Brest-Reims de dimanche, je vous rassure, il y aura personne RTL. Et même quand ils commentent, parfois, c'est en multiplex, donc ils parlent que 10 minutes dans le match. Ouais. Donc c'est frustrant. Nous, on a vraiment de la chance avec ce truc-là. Alors, Radio Bonheur, ça fait rigoler, mais on prend notre pied là-dedans, quoi. Ou le nom fait rire, mais après, sinon, bah, c'est le but de la radio. Moi, la radio, ça sert. Franchement, ouais, c'est. Non, c'est cool. Bah, écoute, Marouane, si t'avais des questions à part. Non, j'avais posé toutes mes questions. C'est tout ce qu'il a dit est clair. Oh. Non. C'est clair. C'est clair. Eh ben, c'est parfait. Hop. Là, je coupe. N'hésitez pas, hein. Moi, j'ai mon temps. Je coupe l'enregistrement. Hop.